dans un premier temps, on va justement se poser la question des dérives spéculatives et est-ce que la finance islamique propose une solution? En fait, ici on est dans une école de commerce, en plus on est dans un club de fintech, donc comme ça va bien, on va essayer de parler des choses un petit peu pointues. Donc, quand on parle de spéculation, de quoi on parle? Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que la spéculation c'est un phénomène diffus, et on essaie de définir, les experts essaient de définir. Et j'avais retenu la fameuse citation de Bagueau en 1973 qui disait: on trouvera difficilement deux économistes ou même deux individus qui auraient la même définition de la spéculation. On ne trouvera pas deux sur 1000 qui s'accorderaient sur ces causes. L'une des définitions les plus connues de la spéculation, c'est celle de Kaldor. Quand on veut traiter un sujet, d'abord définir les termes de ce sujet. Sinon, on risque de parler de deux choses différentes et d'avoir un débat sur deux concepts différents. Donc, mettons-nous d'accord déjà sur le concept. Vous allez voir que sur la question de la spéculation, c'est un concept assez délicat. L'une des définitions, c'est l'achat ou la vente de marchandises en vue d'une revente ou d'un rachat à une date ultérieure en anticipation de changement de prix en vigueur et non en vue d'un avantage résultant de leur emploi ou d'une transformation ou d'un transfert d'un marché à un autre. Donc en fait, selon Kaldor, le spéculateur, c'est celui qui achète quelque chose avec un seul objectif. C'est que la valeur de cette chose augmente. Et pas dans un but de la transférer d'un marché à l'autre, de l'utiliser, de la transformer, etc. Quand on essaie de creuser un petit peu plus, on se rend compte que dans ce concept de spéculation, on a plusieurs éléments qui s'imbriquent. On a les acteurs qui spéculent. On a les intentions des opérateurs. Comment savoir qu'un tel ou un tel spécule? On a son horizon opératoire. Est-ce que c'est du moyen terme, du court terme, du long terme? On a le risque. Est-ce que la spéculation, c'est toujours une activité risquée? On a les outils d'analyse nécessaires à cette spéculation. On a le contexte. Est-ce qu'elle peut survenir dans n'importe quel pays, dans n'importe quel marché, ou bien c'est quelque chose qui survient quand on a un certain nombre de facteurs qui sont regroupés? On a l'impact économique de la spéculation. Est-ce que ça sert à quelque chose dans l'économie? Est-ce que ça sert à rien? Et on a la similitude avec les jeux de hasard, qui m'a valu un certain nombre de remarques. Quand j'ai dit que les spéculateurs en bourse, ça ressemble à une salle de jeu. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Keynes et bien d'autres économistes avant. Donc un certain nombre d'économistes sont d'accord sur cette chose, y compris Maurice Allais, prix Nobel de l'économie. Si ma mémoire est bonne. Donc on a cette grande théorie qui explique la spéculation et qui reviennent sur les causes de cette spéculation. On a la théorie classique, libérale, qui vous dit que la spéculation, c'est quelque chose qui est bien pour les marchés. Pourquoi? Parce qu'elle stabilise les fluctuations de prix. En effet, ce qu'il dit, c'est que quand on a un marché où on a un spread qui est important, eh bien, l'arrivée de spéculateurs avec de l'argent va réduire le spread entre le prix d'achat et les prix de vente, donc ça va stabiliser le marché. On a ensuite la théorie keynésienne, le modèle keynésien, ce qu'on va détailler tout à l'heure. On a la théorie de Kaldor, on a la théorie néolibérale de l'arbitrage de l'information, on a les théories syncrétiques, on a la théorie néo-keynésienne des anticipations hétérogènes, qui dit que les acteurs ne sont pas rationnels, donc ils ont des anticipations différentes selon le marché. Et on a la théorie du déplacement de Kindleberger, qui est, je trouve, l'une des théories les plus formidables sur le sujet, et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il en ressort. Je pense que c'est illisible, mais je vais essayer de lire pour vous les principales cases, en fait. J'aime toujours, quand j'ai à comparer quelque chose, de comparer sur des bases similaires. Donc, par exemple, quand on dit la théorie classique, par exemple, selon elle, si on prend la deuxième colonne, qui est l'intention du spéculateur, eh bien, le plus important pour le spéculateur, c'est de générer du profit. Et selon elle, cette spéculation elle est stabilisante. Pourquoi? Parce qu'elle réduit les coûts de transaction et elle apporte de la liquidité. On se base ici, bien sûr, sur un prémisse très important de la théorie classique, qui est le fait que les acteurs sont rationnels. Quand on va chez les keynésiens, eh bien, tout de suite, l'apport de la liquidité est réfuté. Ce qu'ils disent, c'est que le spéculateur n'apporte pas de liquidité en réalité au marché, et que, en réalité, les spéculateurs s'apportent de la liquidité entre eux.
Donc on a tel spéculateur qui apporte de la liquidité à tel autre spéculateur, et qu'à la fin, certains gagnent et d'autres perdent. Ensuite, on a la théorie de Kaldor, ce qu'il dit, c'est que si la demande spéculative est forte, elle est déstabilisante. Et ça implique de la volatilité. Ensuite, on a la théorie néoclassique. Les Friedman, les codes de Chicago, etc. Et ce qu'ils disent, c'est qu'en réalité, cette spéculation, elle dynamise le marché. Donc, elle permet au marché de mieux fonctionner. Pourquoi? Parce que quel est le rôle du marché selon les économistes classiques? C'est de donner les prix. Eh bien, si ce marché fonctionne mieux, il va donner des prix plus justes, plus adéquats. Ensuite, on a les théories néo-keynésiennes, les théories des anticipations hétérogènes. Et ce qu'ils disent, c'est qu'en réalité, ces acteurs ne sont pas rationnels dans l'absolu, que les acteurs dans la bourse ont des anticipations hétérogènes des événements. Si par exemple on a une guerre qui éclate par exemple en Ukraine, certains vont dire que ça va impacter positivement tel produit, d'autres vont dire que ça va impacter négativement. Et donc même les anticipations des acteurs sur l'évolution des prix est différente. Donc les acteurs n'ont pas des anticipations homogènes et donc ils n'agiront pas de manière rationnelle selon la vision libérale et néoclassique de la chose. Et ce qu'ils disent en fait, c'est que la spéculation engendre plus de risques. Selon la théorie de Kindleberger, la théorie du déplacement, ce qu'il dit en fait, c'est que dans la spéculation, on a des insiders et des outsiders. Les insiders, c'est ceux qui ont l'information avant tout le monde. Et donc en réalité, ce sont eux qui profitent des variations du marché et que, en réalité, ce qu'ils apportent, c'est de l'instabilité dans le marché. Ils apportent des faillites et des crises et des cycles. Donc ce qu'ils remarquent en fait, c'est que depuis 400 ans, l'économie évolue d'une manière à peu près semblable. Il n'y a pas beaucoup de changements dans l'économie. Pourtant, beaucoup d'entre vous vont penser qu'il y a beaucoup de changements, etc. Mais en réalité, non. Ce qu'il dit, c'est que dans les cycles économiques, ce qu'on constate, c'est qu'on a d'abord un état de stabilité déprimant. Ensuite, on a une innovation. Ça peut être les chemins de fer, ça peut être le café, ça peut être les banques, ça peut être les actions, ça peut être l'informatique. Quand on a une innovation, ce qui se passe, c'est qu'on a ces early adopters, les insiders en réalité dans le marché, qui vont profiter de la vague. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont fait ce marché, cette innovation. Ensuite, on aura monsieur tout le monde qui va se dire, tiens, il y a quelque chose à gagner, il y a quelque chose à faire avec cette nouvelle vague, ce nouveau produit, eh bien, il va rentrer dans le marché. Ce qui se passe, c'est que, en général, là, on est dans ce qu'appelle Keynes la théorie de la patate chaude, c'est-à-dire que le nouvel arrivant va récupérer les actifs de l'ancien arrivant qui les a achetés pas cher, mais le nouvel arrivant va les acheter plus cher. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va arriver à une phase de stabilité, mais vers le haut. Et donc là, en fait, le marché ne va plus augmenter. Ce qui va se passer, c'est que, vu que ces nouveaux arrivants, en général, ce sont des novices, ce ne sont pas des experts, ce ne sont pas des historiens de la finance, eh bien, ils vont vite paniquer. Quand ils vont paniquer, ils vont commencer à vendre, même à perte. Quand ils vont commencer à vendre à perte, eh bien, le marché va se cracher. C'est ce qui s'est passé avec les chemins de fer, c'est ce qui s'est passé avec la découverte des Amériques, c'est ce qui s'est passé avec le café. Plus récemment, c'est ce qui s'est passé avec la bulle Internet de 1999, dot-com bubble. C'est ce qui s'est passé avec la titrisation des crédits hypothécaires aux États-Unis en 2005, 2006, 2007, et donc le marché qui s'est passé à figure en 2008. Et plus récemment, ça s'est passé avec le Bitcoin en 2017, quand il est passé de 2 000 à 20 000 $. Et ça s'est aussi passé avec un certain nombre de sous-jacents, ça s'est passé aussi avec les NFT. Et donc, ça se passe en général avec c'est des cycles. Pourquoi? Parce que le point commun, c'est que les gens, ils ont la mémoire courte. Ils oublient en général que quand monsieur tout le monde parle de quelque chose, c'est trop tard. Quand votre tante, votre cousin, votre sœur, votre frère vous parle de quelque chose que vous pensez être une innovation, c'est trop tard. C'est déjà trop tard pour y investir. Donc le concept incorpore un certain nombre de composantes. Et l'idée, c'était de mettre en place un référentiel et proposer une définition qui va nous permettre de distinguer ce qui est spéculatif de ce qui ne l'est pas. Et la définition, elle se décline comme suit. C'est une activité financière sans impact direct sur le champ productif,
intervenant généralement dans un contexte de volatilité. La spéculation on ne peut pas faire beaucoup d'argent si les marchés sont stables. D'incertitude, pourquoi? Parce que si on était dans des marchés certains, on serait dans l'arbitrage, on ne serait pas dans la spéculation. Et d'asymétrie d'information. On a des insiders qui sont au courant, et des outsiders qui sont des novices, des nouveaux arrivants. La spéculation consiste à parier en anticipant, souvent à l'aide d'outils d'analyse statistique et mathématique probabilistes, ça c'est pour les experts, sur l'évolution psychologique et les décisions futures des opérateurs. Vous avez remarqué que je n'ai pas mis le pari sur l'évolution des prix. Parce qu'en réalité, quand on étudie le marché, on se rend compte que ce qui impacte les prix, c'est la psychologie de la foule. Ce n'est pas les fondamentaux de l'analyse. C'est-à-dire que si tout le monde est convaincu que le café va monter, alors que les fondamentaux, la production, les coûts de transport, tout indique que le prix du café va diminuer, eh bien le prix du café en bourse va augmenter. Parce que tout le monde est convaincu qu'il va augmenter, basé sur telle ou telle rumeur ou telle analyse. Donc ici, ce qu'on essaie d'anticiper, c'est ce que Keynes a décrit dans ce qu'il appelle le concours de beauté. C'est-à-dire, si tout le monde est convaincu que c'est une certaine beauté qui est le canon, eh bien, les jurys vont voter pour cette beauté. Si on était dans un concours de beauté, et pas pour la vraie beauté, le vrai canon de beauté. Donc en fait, ce qui importe dans les marchés, c'est anticiper ce que les autres vont penser. Et pas anticiper ce que les fondamentaux de l'économie vont donner. C'est pour ça qu'on parle de déconnexion entre la finance et l'économie. Et donc, du marché, pour tirer profit des variations des cours, donc c'est dans les variations que le spéculateur fait de l'argent, il achète à la baisse, il vend à la hausse, s'il est expert. En général, s'il est débutant, il achète à la hausse, il vend à la baisse. Par des transactions de court terme, parce qu'on considère que le long terme, comme disait Keynes, il n'y a d'investissement que dans le long terme. Donc tout ce qui est court terme, c'est de la spéculation sur le plus souvent à l'aide de produits dérivés. Pourquoi? Parce que les produits dérivés, ils donnent un effet multiplicateur. Ok? Non concerné par l'utilité physique ou les rendements cycliques du sous-jacent négocié, le spéculateur, il n'a pas besoin du coton, ou là du café, ou là du pétrole, ou là du dividende que vont générer les actions. Là, ça c'est pour l'investisseur, ou là l'utilisateur, ou là le commerçant. Le spéculateur, ce qui importe, c'est l'augmentation de la valeur du café, ou du coton, ou du pétrole, et l'augmentation de la valeur du capital, de la valeur de l'action. Et bien plus risqué que l'investissement et le commerce réel, la spéculation a une plus grande probabilité d'échec. Elle aboutit généralement à l'annulation, la compensation et la liquidation de la transaction initiale, et au transfert des richesses entre les amateurs et les initiés dans un jeu à somme nulle. Ça, c'est très important. Le jeu à somme nulle, on va le retrouver dans la jurisprudence islamique, qui est al-qimar. C'est-à-dire ce que gagnent certains va être perdu par les autres. Sans création de valeur ajoutée économique réelle, ayant de nombreuses similitudes avec les jeux ou les paris, engendrant quelques gagnants et un grand nombre de perdants. Donc dans cette définition, vous remarquez qu'il y a à peu près une vingtaine d'indicateurs qui permettent de différencier la spéculation des autres activités du marché. Donc elle souligne certaines dimensions et critères distinctifs fondamentaux, la probabilité de perte, etc., etc. Elle permet de mieux identifier les situations spéculatives, même si l'intention de l'opérateur est inconnue. Parce que le problème de la définition de Kaldor, et c'est le grand problème avec la littérature qu'on a sur la spéculation, c'est qu'il te dit l'achat avec l'intention de la revente. Mais imaginez que vous êtes un juge ou une autorité. Vous n'en savez rien de l'intention des opérateurs. Donc l'idée de cette définition, c'était de dévoiler l'intention des opérateurs au public externe, même s'il ne connaît pas l'intention des opérateurs sur le marché. Alors, quels sont les facteurs de cette spéculation? Quelles sont les causes de cette spéculation? En fait, l'analyse des théories sur cette chose-là nous montre qu'on a à peu près une vingtaine de facteurs que j'ai par la suite rassemblés dans une figure que vous allez voir tout à l'heure, qui est le baromètre d'évaluation du risque de spéculation. Alors, dans les facteurs, on a deux grandes catégories de facteurs. Les facteurs endogènes dans le marché et les facteurs exogènes qui viennent de l'extérieur du marché. Dans les facteurs endogènes, on a deux catégories. D'abord, la marginalisation de l'éthique et l'environnement qui favorise la fraude. Par exemple, l'émergence d'escrocs qui s'enrichissent sur le dos
des amateurs, comme vous avez pu le vivre avec les nouvelles technologies, avec le dot-com, avec le bitcoin, avec les NFT, avec toutes ces choses-là. Quand une nouvelle fièvre acheteuse apparaît, il y a beaucoup d'espoirs qui apparaissent sur le marché. Parce que les gens ont envie de gagner vite. Et comme ils disent, et c'est ce qui se passe. C'est l'apparition des escrocs dans le marché. On a beaucoup de délits d'initiés, comme l'a précisé Artus. Le deuxième facteur, c'est la cupidité, la course au prestige et l'ego, l'avidité. Et ça, c'est un facteur, malheureusement, qui est commun à toute l'humanité. Le troisième facteur, c'est la prise de risque excessive. Il faut savoir que plus la prise de risque est importante, plus la probabilité de perdre est importante. Ça, c'est une évidence, c'est une règle en finance. Le spéculateur est moins averse au risque. L'intention préalable de spéculer à court terme, donc là, en fait, on va voir que l'horizon court terme domine les activités spéculatives. La deuxième catégorie de facteurs endogènes, ce sont les transactions. Et les transactions, on a d'abord l'assurance. Pourquoi l'assurance favorise le dérive spéculatif? Bien tout simplement parce que l'assurance vous invente des produits qui permettent de s'assurer contre les variations de prix, comme par exemple les options, les puts, les calls, les warrants, etc., qui permettent de s'assurer contre l'augmentation ou contre la baisse des prix ou des taux d'intérêt ou des devises, etc. Mais en réalité, l'assurance, ce qu'elle fait, c'est qu'elle transfère le risque d'une partie à une autre. Les NAO, quand le prix du café va baisser, et que vous êtes un commerçant ou un industriel, eh bien, il faut bien que quelqu'un paye cette baisse. Ça sera soit le producteur initial, soit on a la vente à découvert. La vente à découvert, c'est un accélérateur de retournement. Heureusement, elle n'existe pas au Maroc, dans la bourse de Casablanca, mais ils veulent l'introduire. Et donc, la vente à découvert, c'est simple. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui était boiteux, large, et qui avait un pied en bonne santé et un pied en mauvaise santé, il est tombé malade, et que vous preniez un pistolet et vous tirez sur le pied qui est en bonne santé encore. Donc, en fait, la vente à découvert, c'est un accélérateur de destruction des entreprises et de l'économie. Pourquoi? Parce que c'est une augmentation artificielle de l'offre. On vend quelque chose qu'on n'a pas. Et on va voir que l'islam corrige cela, la finance islamique corrige cela à travers le hadith de la Zikr. Les ventes futures qui sont aussi interdites, mais qui sont très présentes dans les marchés financiers dans le monde et qui favorisent l'instabilité. Ils donnent une estimation biaisée des prix selon Kuttner. Le spoofing, c'est ce qu'on appelle nejesh. C'est quand on fait une fausse enchère. Ça aussi, ça favorise la spéculation. La complexité croissante des produits, elle favorise également les dérives spéculatives. Le poids des produits dérivés, c'est aussi quelque chose qui favorise les dérives spéculatives. Aujourd'hui, les dérivés pèsent 12 fois le PIB mondial. Les produits dérivés. Et tout ce que produit la planète, les produits dérivés, c'est 12 fois ce que produit la planète. C'est énorme. Alors, dans les facteurs exogènes, on a 3 catégories de facteurs. D'abord, le cadre réglementaire. Le premier, c'est la possibilité d'arbitrage fiscal et réglementaire. Le deuxième, c'est la domination des opérations parallèles et cachées. Le troisième, c'est la déréglementation et l'ouverture excessive sans cadre qui peuvent cadrer ces transactions. Le quatrième, c'est le poids et le pouvoir des lobbies. Il faut savoir par exemple que le lobby le plus puissant à Washington et à Bruxelles, ce n'est pas le lobby pharmaceutique ou l'armement, etc. C'est le lobby financier, les grandes banques. Le cinquième facteur, c'est la cotation continue et la fréquence des transactions. Donc, le spéculateur, comme disait Maurice Allais, il faut enlever la cotation continue qui ne sert à rien et passer au fixing. C'est-à-dire cette cotation continue qui permet d'acheter à 10h et vendre à 10h 1 minute et racheter à 10h2 et vendre à 10h30, elle ne sert à rien pour l'économie. Ensuite, on a les facteurs exogènes qui sont liés au contexte financier. D'abord, on a la domination de l'analyse comportementale sur l'analyse fondamentale. Quand vous voyez des clés graphiques, vous savez, d'abord quand on montre la bourse, on voit des clés graphiques avec des chandeliers rouges et verts. Tout ça, ça n'a rien à voir avec l'économie réelle. Tout ça, c'est l'analyse comportementale. C'est les chandeliers qui prévoient les mouvements de tendance qui n'ont rien à voir avec les fondamentaux de l'entreprise. Et ce sont des analyses qui sont très loin de l'économie réelle.
C'est ce qu'appelle Orléans la logique autoréférencée. C'est-à-dire que les spéculateurs essaient de prédire le comportement des autres spéculateurs. Oui, mais les autres spéculateurs, eux aussi, essaient de prévoir le comportement des spéculateurs. Et donc, on est dans une logique circulaire que George Soros a rappelée réflexive et que André Orléans a appelée autoréférencée. Ensuite, on a la structure oligopolistique et les conflits d'intérêts. Le fait qu'on ait des oligopoles bancaires, boursiers, réglementaires, ça favorise la spéculation. Ensuite, l'attractivité financière. Le fait que les activités financières sont plus rentables que les activités réelles. Quand on a des étudiants, jeunes étudiants comme vous, qui vont voir quelles sont les carrières pour leur futur et qu'ils voient que la carrière qui paie le mieux, c'est la finance, ils vont aller vers la finance. Et la finance de marché, elle paye plus que toutes les autres carrières de la finance. Pourtant, cette finance de marché, elle ne sert à rien. Elle sert à rien. Elle est très classe, mais elle ne sert à rien. Elle ne fait que nuire à l'économie. Mais c'est la discipline, c'est le métier qui paye le plus. Donc en fait, les meilleurs étudiants vont s'orienter vers le métier qui sert le plus à rien, tout simplement. Et donc on est dans une sorte de pyramide inversée sociétale. La volatilité, c'est un facteur de la spéculation. L'asymétrie d'information, les fausses rumeurs, c'est un facteur de spéculation. Et enfin, on a le troisième contexte, qui est le contexte réglementaire dans les facteurs exogènes. Ça, c'est dû aux banques. Le système bancaire, la dette, c'est quelque chose qui favorise la spéculation. Quand vous avez vu la crise de Corona, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? On a commencé à prêter de l'argent à tout le monde, à donner de l'argent à tout le monde, à prêter aux entreprises, à donner aux entreprises. Qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué la hausse de quoi? Du marché financier, pas de l'économie réelle. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est dit, je vais placer l'argent. Et donc le prix des actifs de l'économie financière a explosé, alors que dans l'économie réelle, tout est fermé. Tout est fermé, tout le monde est fermé. Mais la bourse elle a pris beaucoup de valeur. Pourquoi? Parce que Donald Trump a injecté plus d'argent que Obama et Bush réunis dans tout leur plan de sauvetage. En quelques semaines. Donc ça facilite la spéculation. Quand vous donnez de l'argent aux spéculateurs pour spéculer, forcément ils vont spéculer. Et donc il y aura des dérives spéculatives. La création monétaire et l'abondance de liquidités, le levier, le fait qu'on permet aux spéculateurs sur les places boursières d'acheter beaucoup plus que ce qu'ils ont comme cash et comme capital dans leur portefeuille, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier, comme précisé par Tesla en 1950. La titrisation et la négociabilité de la dette, c'est ce qui s'est passé en 2008, c'est-à-dire le fait qu'on peut faire un crédit, le titriser, le vendre, faire un autre crédit, le titriser, le vendre, faire un autre crédit, le titriser, le vendre, ça fait que potentiellement on peut vendre des crédits à l'infini, jusqu'à ce que toute la planète possède des crédits hypothécaires. Alors là, on a quelques éléments de la pratique qui illustrent un petit peu ces facteurs. Par exemple, les enquêtes ont permis de voir que 24% des opérateurs en bourse sont prêts à tricher. Ils ont montré également que l'intention de spéculer à court terme domine. Vous savez, les premières bourses à Amsterdam sont apparues à Amsterdam, les premières bourses organisées. Et ces bourses étaient alimentées par les joueurs qui venaient des salles de jeu. C'est toute la mentalité qui est passer d'un monde à un autre. On a commencé, par exemple, pour les produits dérivés, avec 98% des produits dérivés qui servaient à couvrir les risques. Et 2% pour spéculer, pour jouer. Aujourd'hui, on est à 97% ou à 98% qui servent à spéculer et 2% qui servent à couvrir les risques. Par exemple, si vous êtes Airbus et vous avez besoin d'aluminium et d'acier, vous allez acheter peut-être des options d'achat sur l'acier pour éviter que les prix n'augmentent et que vous n'ayez à payer plus d'argent pour faire vos avions. Mais aujourd'hui, entre Airbus et le livreur d'acier, il y a des tonnes de spéculateurs, des tonnes de financiers qui vont s'amuser à gagner entre les hauts et les bas par rapport à cette spéculation. La vente à découvert, par exemple, elle a été interdite quand il y a eu la crise de 2008. Mais pour qui? Pour les banques. Donc les lobbies cherchent à se protéger eux-mêmes. Ils ont interdit la vente à découvert sur les banques. Mais vous aviez encore le droit de vendre à découvert les autres actions.
Oui. Donc ça, c'est le danger quand les lobbies influencent la politique. Le spoofing, par exemple, 99% des ordres qui arrivent en bourse sont de fausses enchères qui sont annulées avant exécution. C'est du spoofing. Dans les facteurs exogènes, on peut retenir le shadow banking, par exemple. 50% des transactions assimilées au prêt se font en bourse. C'est le shadow banking, parce que ces organismes n'ont pas l'agrément des banques centrales pour exercer le métier. Le 96% du notionnel, par exemple, la structure oligopolistique, on parlait du danger de la structure oligopolistique en finance, 96% du notionnel, c'est-à-dire des sous-jacents, est détenu par 5 grandes banques, ce qu'on appelle les too big to fail. L'un des dangers des grandes banques s'est révélé en Grèce. Goldman Sachs a spéculé contre la dette grecque alors qu'ils étaient conseillers du gouvernement. C'est dire à quel point l'audace ou la trahison de cet organisme atteint les extrêmes. Goldman Sachs, encore une fois, en 2008, est entré dans le marché des matières premières. La spéculation de Goldman Sachs sur le marché des matières premières, le riz, le blé, le lait, etc., a multiplié les prix des matières premières par 2 entre 2007 et 2008. Ça a provoqué des famines en Afrique et des dizaines, des centaines, des milliers de morts. La spéculation se fait à Chicago. Les morts, ils sont en Afrique. Elle la connaît dessus. Alors, ici je vais essayer de vous montrer le document dont je vous ai parlé, qui est justement ce baromètre d'évaluation du risque de spéculation, avant de passer à la deuxième partie et à l'économie islamique. Donc en fait, ces dérives spéculatives, si on essaie de regrouper ces facteurs de la spéculation, on peut les regrouper, ça c'est une proposition, mais on peut schématiser d'autres manières, dans une sorte de baromètre, une sorte d'outil qu'on va brancher sur les marchés financiers et qui va vous donner les niveaux de chaque facteur de spéculation. Avec une pondération qui est dans la première colonne, avant la colonne des facteurs, qui est le P, le fameux P en bleu. C'est la pondération, le poids du facteur. Cette pondération, elle est tirée d'une enquête vis-à-vis des opérateurs financiers. Cette pondération vous montre le poids de chacun de ces facteurs dans la spéculation. Ensuite, vous avez le facteur, ensuite vous avez les ratios, les indicateurs avec lesquels on va mesurer le facteur. Ensuite, vous avez la valeur, le V rouge, la valeur de ce facteur dans le marché, la valeur initiale, ensuite la V2, la valeur finale et le taux de variation. Et donc en regroupant ces différents facteurs, vous pouvez avoir un niveau général du risque spéculatif dans un marché. Ça c'est le résultat, enfin l'un des grands résultats de ma thèse de doctorat, c'était justement cet outil. Et donc cet outil peut être utilisé même quand on ignore l'intention des opérateurs. Même si les gens ne nous disent pas qu'ils vont spéculer, eh bien, on peut détecter avec cet outil l'intention des opérateurs pour la spéculation. Donc, c'était tout pour la première partie qui est liée aux dérives spéculatives. Et justement, quand on parle de dérives spéculatives aujourd'hui, tous les gens qui viennent faire de la bourse, du forex, de la finance en général des marchés, sont très très loin de ces choses-là. Ils ne connaissent pas ces choses-là. Ce qu'ils savent, c'est comment faire de l'argent en achetant bas et en vendant, tout simplement. C'est des techniciens, moi j'appelle ça des techniciens de la finance. Mais ces choses-là, ce qu'elles vous montrent, c'est les causes de ces variations dans les marchés, les causes et les implications sur l'économie réelle, et les facteurs qui font que ces variations, vous allez les observer, même s'il y a des variations exceptionnelles à court terme. Alors, on passe maintenant justement, non, ça ne marche pas, c'est bon, au système économique. Alors, on a maintenant cette spéculation, ces dérives spéculatives, ces crises financières qui viennent et qui reviennent au fil des années. Juglar, Kitchin, Kondratiev ont identifié des cycles de 4 ans, des
des cycles de 8 ans, des cycles de 50 ans. Et effectivement, quand vous observez l'évolution de l'économie mondiale, vous avez des tendances. Alors les cycles ne sont pas exactement comme ils ont été prévus, mais grosso modo, on peut faire des rapprochements. Là, on a vécu, entre 99 et aujourd'hui, on a vécu trois grandes crises. La crise de 99, la crise de 2008 et la crise du corona. 99, c'était une bulle spéculative. Une frénésie acheteuse qui était plutôt avec des causes endogènes, c'est-à-dire que c'est les outils du marché qui la permettaient. 2008, c'était également une crise qui était liée aux facteurs endogènes du marché. On a inventé des outils, des contrats qui permettaient de titriser la dette, et on s'est cassé la figure, enfin ils se sont cassés la figure. Mais tous les pays du monde payent les pots cassés. C'est pas parce que les États-Unis font une erreur que nous ne payons pas. Par contre, la crise de Corona, c'est une crise exogène. C'est pas une crise endogène. C'est pas une crise qui est liée aux outils qui sont disponibles dans le marché. C'est une crise à cause d'une maladie. Comme il peut y avoir une crise à cause d'une guerre. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les crises exogènes. Alors, maintenant, l'idée, c'est de comprendre l'économie islamique et la finance islamique, et est-ce qu'elle apporte une solution à ces trucs-là, ces dérives spéculatives ou pas. Pour comprendre l'économie et la finance islamique, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est qu'un système économique. Quand on parle de système économique, vous savez, des gens très sympathiques qui vous disent que l'économie islamique, ça n'existe pas. Et donc, c'est toujours sympa de les écouter, ça. C'est intéressant. Et donc, si on veut dire qu'il existe quelque chose qui s'appelle un système économique islamique, on doit déjà définir qu'est-ce que c'est qu'un système. Si on définit un système et que l'économie islamique répond à ces critères qui définissent le système, eh bien on peut dire que l'économie islamique est un système. Si elle ne répond pas, eh bien elle ne répondra pas. Et ce n'est pas un système. Donc, on a déjà Aristote qui parle d'économie depuis très longtemps, et il oppose la crématistique à l'économie. Tout simplement, la crématistique, c'est l'art de s'enrichir, alors que l'économie, c'est l'art d'optimiser la gestion des ressources. Et donc, il est contre la crématistique. L'accumulation de la monnaie pour et par la monnaie est condamnée. Aristote condamne les taux d'intérêt. Il dit de toutes les manières de s'enrichir, c'est la plus contre nature. Contre nature. Ibn Khaldoun, il a aussi une vision de ces évolutions économiques dans sa Muqaddimah, quand il parle de prémices, de ce qui compose les cycles, de la relation entre démographie et croissance économique, de la relation entre taxes et cycles économiques et intervention de l'État, d'un certain nombre de choses qui illustrent un petit peu de la division du travail 4 siècles avant Adam Smith, etc., etc. Ensuite, on a eu les physiocrates, les mercantilistes qui ont les physiocrates qui voyaient que la richesse c'était la nature, la terre. Et les mercantilistes qui voyaient que la richesse était dans l'or et le commerce. Alors, on a des éléments, des théories économiques, des écoles économiques aujourd'hui qui ont des visions diverses et variées. On a le marxisme qui a une vision dynamique et dialectique de l'histoire, c'est-à-dire qui vous dit que de toute façon, ce qui fait l'histoire, c'est la dialectique. C'est la dialectique thèse, antithèse, synthèse. La synthèse qui devient une nouvelle thèse, on a ensuite une antithèse et puis une synthèse. La nouvelle synthèse qui est une nouvelle thèse devient une antithèse et une synthèse. Et donc, ainsi de suite, l'histoire est toujours comme ça, elle évolue de manière dynamique. Et ce qui définit cette histoire, selon Marx, c'est la lutte des classes. C'est la lutte des pauvres contre les riches, des esclaves, des serfs contre les seigneurs, des esclaves contre les propriétaires, et dans le XXe siècle, des ouvriers contre du XIXe siècle, les ouvriers contre les bourgeois, etc., etc. L'école blanche, l'école bleue, etc. Et donc, on est toujours dans une dialectique d'aliénation. Du fait de l'industrialisation capitaliste, certains sont exploités sans le savoir. Donc, ce qui nous dit Marx, c'est que le profit, c'est un vol. Le profit, c'est un vol. Je caricature, mais c'est à peu près le propos du marxisme. C'est que le capitaliste va vendre un produit
un prix qui est supérieur à son prix de production, il va donc spolier le prolétaire de cette plus-value et la prendre pour lui-même. Donc on a une minorité qui contrôle l'économie. Selon lui, la religion est un opium du peuple qui permet à cette minorité de se maintenir au pouvoir. Bien sûr, il voyait la religion telle que pratiquée par l'Église en Occident. Et c'était sa seule vision de la religion. Et donc il voyait que l'Église, en réalité, c'était qu'un outil qui était aux mains des nobles pour exploiter les petites gens. Donc ça justifie l'état courant, l'économie en place, on s'en accorde. Et il cite un certain nombre de contradictions internes du capitalisme, par exemple la recherche toujours de plus de profit, donc la compression toujours plus des salaires. Or, les salaires, c'est ce qui fait la demande, donc on va nuire à la demande, donc on va comprimer la demande à long terme. On a aussi les rendements décroissants du capital. On va exploiter le capital toujours plus, oui, mais la rentabilité du capital au fur et à mesure est toujours inférieure, et donc ça va diminuer les profits. Les délocalisations, le fait que les capitalistes vont chercher à produire dans des pays où le coût de la main-d'œuvre est inférieur, or ça va priver le pays de salaire et donc de demande. Et donc c'est des contradictions internes du capitalisme qui devraient mener, selon lui, à son autodestruction. Ce qui se passe, c'est que le capitalisme absorbe ses propres contradictions en général. Selon Engels, le capitalisme est le système le plus inégalitaire de l'histoire, et donc on a deux phases. On a la phase socialiste. D'abord, pour Marx, il faut éliminer les classes, l'élimination du salariat, des États et des frontières, nationaliser l'économie, distribuer selon les capacités et les besoins. Comme le dit le marxisme, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Mais ça prend pas en compte la cupidité de l'individu. C'est ce qui fait que le marxisme n'a pas marché. Il y a d'autres raisons pour lesquelles le marxisme n'a pas marché, comme par exemple la question des prix. Et donc dans l'Union soviétique, c'était des comités qui devaient définir les prix. Or, les comités n'ont jamais toutes les informations sur tous les individus, sur tous les marchés. Donc, ils vont définir des prix qui sont différents de ce que le marché propose et de ce dont le marché a besoin. Et donc, ça va faire, si les prix sont supérieurs, eh bien, ça va faire qu'il y aura plus de production qui ne va servir à rien, qui ne va pas être achetée. Et si les prix sont inférieurs, eh bien, un certain nombre de producteurs ne vont pas produire. Ils vont sortir de la production parce que ce n'est pas rentable. Ensuite, on a la phase communiste. Eh bien, dans la phase communiste, même cet État qui a nationalisé l'économie devra être détruit. Destruction des structures étatiques, révolution, dictature du prolétariat, donc ce sont les prolétaires, les petites gens, les ouvriers qui vont prendre le pouvoir, interdiction de la propriété bourgeoise, la propriété privée tout court, et une société basée sur la coopération et la gratuité. Tout ça, ça ne prend pas en compte quelque chose qui est fondamental chez l'individu, c'est l'égoïsme. Dans cette société du marxisme, l'égoïsme n'est pas un paramètre, donc elle ne marche pas, tout simplement. L'égoïsme, c'est quelque chose qui est dans l'humain. Il peut diminuer, il peut augmenter. L'idée, c'est de le diminuer, mais on ne peut pas l'enlever. C'est l'humain. Et donc, le système s'est orienté plutôt vers un parti unique. On a eu des secrétaires généraux du Parti communiste qui sont devenus les gouvernants de fait. Les dirigeants gèrent en fonction de leur intérêt. Donc, on a le népotisme, le clientélisme, la corruption qui se sont installés dans l'Union soviétique. C'est une pensée donc et pas un système. Marx lui-même dit « Je n'ai jamais établi de système socialiste, le profit est un vol, la production dépasse les besoins, etc. » On n'a pas de morale essentielle, donc il ne faut pas oublier que le marxisme est une vision purement matérialiste de l'humanité. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle l'au-delà ou les valeurs spirituelles, etc. Tout ça, ça n'existe pas. Purement matériel. Donc, la réussite d'une société, elle est mesurée par le matériel. Ensuite, on a le libéralisme qui est l'opposé et qui est un courant philosophique avant d'être économique, dont le but c'est la recherche de l'utilité individuelle. Donc, il s'adosse à l'utilitarisme, la liberté d'entreprendre, le profit est une rétribution de la prise de risque, qui se demande est-ce qu'on peut définir un salaire mérité sans le marché. Le marché du travail est un marché comme les autres, le marché de la monnaie est un marché comme les autres, comme tous les autres marchés. Le chômage ne peut être que volontaire, c'est-à-dire que selon les libéraux, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle chômage. Le chômeur, c'est quelqu'un qui refuse de travailler à un prix que le marché propose.
Donc si vous avez un doctorat, mais que vous pouvez travailler à 50 dirhams la journée, eh bien vous devez travailler à 50 dirhams la journée selon les libéraux. Si vous décidez de ne pas travailler à 50 dirhams la journée, c'est que vous avez choisi le chômage. Donc il n'y a pas de chômage imposé, c'est un chômage choisi. Le profit et la rétribution de la prise de l'aide, comme on disait, voilà. L'intérêt se justifie par le renoncement de la liquidité. Là, on va commencer à justifier les intérêts. On va s'éloigner de l'Église parce que l'Église interdisait les intérêts. Les prix reflètent l'information et ne fonctionnent que grâce à la propriété privée. Si on enlève la propriété privée, on ne peut pas avoir des prix. Or, c'est les prix qui envoient les signaux aux producteurs de produire ou de réduire la production et aux demandeurs d'acheter ou de reporter l'acte d'achat. Le marché s'autorégule. Selon Adam Smith, les vices privés font le bien public, c'est-à-dire que ce sont ces égoïsmes, ces vices, ces côtés un petit peu négatifs de l'humain qui font le bien public. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient égoïstes, selon Adam Smith, pour que l'économie fonctionne bien. Et il cite quelque chose qui est la main invisible, qui je pense est un concept qui a été dévoyé, parce que quand il parle, lui, de main invisible, il parle du destin divin, c'est-à-dire le fait que les choses sont divinement organisées. Il a écrit un livre que personne ne connaît en général, c'est La théorie des sentiments moraux, qui a été écrit 15 ans avant la richesse des nations. Tout le monde ne parle que de la richesse des nations, et tout le monde ne parle que de la main invisible, qui est une phrase qui est apparue une seule fois dans la richesse des nations. Donc ce n'est même pas une théorie ou un concept qu'il a essayé de démontrer. Et donc, parmi les héritiers de la pensée de Adam Smith, on a Ricardo Jean-Baptiste C., qui dit donc, à la tête d'un gouvernement, c'est déjà faire beaucoup de bien que de ne pas faire de mal. Donc, c'est le laisser faire, laisser passer. Les prémices du libéralisme, sur quoi s'appuie cette théorie? Eh bien, sur le fait que toute offre crée sa propre demande, donc la crise est impossible, ce qui parfois ne marche pas. Le libre-échange et les avantages comparatifs, ce qui parfois ne marche pas aussi. L'équilibre général, comme a été démontré ou essayé de démontrer par Walras, l'équilibre entre le marché du travail, le marché de la monnaie, l'équilibre général. L'utilité marginale. Alors, dans le libéralisme, on a une école qui est un petit peu ultra-libérale. Et le président qui a été élu en Argentine aujourd'hui, ces derniers temps, c'est quelqu'un qui fait partie de ce courant ultralibéral. On va voir ce que ça va donner. Mais le libéralisme, un peu moins libéral, c'est celui de Friedman, etc. Mais ultralibéral, c'est celui de l'école autrichienne de l'économie. Et donc, ceux-là disent que l'État doit tout simplement disparaître, sortir de l'économie. Et les gens vont s'auto-organiser. Même des institutions comme la Banque centrale n'ont pas lieu d'être, parce que la Banque centrale, c'est une institution qui rend le marché de la monnaie inefficace. Pourquoi? Parce que la monnaie, pour eux, c'est un bien privé comme un autre. Donc il y a des monnaies, pas une monnaie, il y a des monnaies. Chacun peut créer sa propre monnaie. Et c'est la meilleure monnaie qui va rester. Les autres vont disparaître avec l'histoire. Et ça, c'est arrivé aux États-Unis au 19e siècle, quand chaque banque imprimait son propre dollar. Et donc les dollars qui étaient dignes de confiance circulaient, et les dollars qui n'étaient pas dignes de confiance étaient perdus. Bien sûr, il y a des gens qui perdent leur fortune au passage, mais pour les savants de l'école autrichienne de l'économie, c'est naturel. Et ça, c'est arrivé avec les crypto-monnaies. 97% des crypto-monnaies qui ont été créées en 2017 ont disparu. Mais pour les savants de l'école autrichienne de l'économie, ça ne pose strictement aucun problème. La monnaie, c'est un bien comme un autre qui doit être vendu et acheté selon l'offre et la demande, comme le travail, comme les biens, comme les services, tout simplement. Et donc pour eux, la Banque centrale, quand elle intervient en fixant des taux d'intérêt, elle fausse le marché. L'intervention de la Banque centrale pour fixer les taux, c'est comme l'intervention de l'État pour fixer les prix du lait ou du café ou de la baguette. Tout ça, c'est pas bon. Selon eux, c'est quelque chose qui va fausser l'offre et la demande. Parce que si l'offre et la demande s'équilibrent à un prix X et que le prix fixé par l'État, il est de Y, eh bien ça va fausser. Il n'y aura pas assez d'offres pour ce prix. Il n'y aura pas assez de demande pour ce prix Y. Parce que le prix est supérieur au prix du marché, donc il y aura moins de demande. Donc cette école autrichienne de l'économie, c'est Karl Menger, von Mises, von Bawerk, Friedrich Hayek, etc., etc.
Alors que dans le libéralisme, c'est Friedman, etc. Donc Friedman, par exemple, pour lui, on peut avoir des taxes, un petit peu de taxes, mais pas trop, il faut réduire les taxes, il faut réduire l'intervention d'État. Pour Hayek, donc, le marché, il défend le marché, la propriété privée, il récuse l'intervention ponctuelle de l'État qui devient, selon lui, permanente. Samuelson le rejoindra. Maurice Allais démontrera les failles de l'économie de la décision parce qu'en général, l'État, c'est des instances de décision, et ces instances de décision, quand elles s'accumulent, elles donnent des résultats qui ne sont pas dans l'optimalité, qui sont sous-optimaux. John Hicks synthétise le modèle libéral avec le keynésianisme dans ISLM, mais ça ne marche pas. Ça marche dans les 30 glorieuses, mais après ça ne marche pas parce qu'on a un concept qui apparaît qui s'appelle la stagflation. Le libéralisme s'est bien accommodé du colonialisme, donc là on a une contradiction interne dans le système de pensée du libéralisme. On va la retrouver avec John Stuart Mill qui dit on peut tolérer un petit peu de dictature si le but c'est d'arriver au libéralisme. Donc là on nage en pleine contradiction. Ensuite, on a le keynésianisme qui est plutôt une analyse macroéconomique. Il récuse Jean-Baptiste Say, il dit que le marché n'est pas optimal, il dit que la monnaie est exogène, elle n'est pas un voile, elle a 3 rôles, donc elle ne doit pas être traitée comme un marché. Les agents ne sont pas vraiment rationnels. Keynes défend l'intervention de l'État et la relance, et quand les libéraux lui disent qu'à long terme le marché va s'équilibrer, il répond qu'à long terme on sera tous morts. Donc autant intervenir, quitte à biaiser les données du marché. Il ne croit pas en l'autorégulation des marchés, travail, capital et biens et services. Il dit que la réaction des prix au changement est lente car il y a des rigidités. Et ce qu'il dit, c'était valable au début du siècle. Aujourd'hui, c'est de moins en moins valable avec la circulation de l'information. Il dénonce l'appât du gain. Il est sur la même lancée que Aristote et Marx sur cette question. Et il dit l'amour de l'argent comme objet de possession distingue de l'amour de l'argent comme moyen de goûter au plaisir et aux réalités de la vie, sera reconnu pour ce qu'il est une passion morbide, plutôt répugnante, une de ces inclinations à moitié criminelles, moitié pathologiques, dont on confie le soin frissonnant aux spécialistes des maladies mentales. Alors, maintenant, on a vu 2-3 systèmes économiques. Rapidement, est-ce que l'économie islamique c'est un système et comment elle fonctionne? Schumpeter, par exemple, le théoricien qui a parlé de l'entrepreneuriat, etc., ce qu'il disait, c'est, en ce qui concerne notre sujet, nous pouvons sans crainte franchir un bond de 500 ans jusqu'à l'époque de saint Thomas d'Aquin. C'est-à-dire, en 500 ans, rien ne s'est passé en économie. Ce qui est bien sûr faux, parce qu'il n'avait pas une idée de ce qui se passait dans le monde arabe et oriental, donc il limitait sa vision dans une vision européocentrique, qui est bien sûr totalement fausse. Alors, la question c'est, l'économie islamique est-elle un système? Qu'est-ce qu'un système et comment s'articule-t-il? Donc, un système, c'est, d'abord, déjà, on n'a pas beaucoup de formalisation de l'économie islamique. On a donc des institutions irrégulièrement en place, on a des principes, on a la finance islamique qui est un sous-système qui disons, ne remplit pas tous les gaps que devrait remplir un système. En général, l'économie islamique est perçue comme étant une série d'interdits, interdiction du maïs, interdiction du rara, interdiction de l'alcool, interdiction du jeu de hasard, etc., etc. Alors, pour comprendre, eh bien, on va définir un système, pour voir est-ce que ça répond ou pas. Eh bien, un système, c'est quoi? C'est un ensemble de principes coordonnés destinés à former un tout scientifique, un ensemble d'éléments considérés comme des relations qui ont un fonctionnement de manière unitaire. C'est un ensemble de procédés organisés, destiné à assurer une fonction définie. Donc un système, c'est plus que la somme de ses parties, selon Aristote. C'est une doctrine, des théories, c'est un tout scientifique cohérent, avec des frontières. Toute chose qui n'a pas de frontières, c'est une non-chose. Par exemple, les gens qui vous disent que non, en islam, on a l'islam et la mécréance, l'islam ou le coffre. La différence entre eux, c'est les frontières. C'est les frontières. Et donc, si on ne connaît pas les frontières du coffre, on ne peut pas connaître les frontières de la foi, de l'islam. Et donc, tout système qui n'a pas de frontières n'est pas un système. Des principes, des règles, des actions, des postulats de départ, des institutions cadres comme le droit, la propriété, etc. Des composantes, des éléments, un environnement qui ont des interactions
avec des fonctions respectives. Et donc le capitalisme est caractérisé par exemple par la propriété privée, par la coordination par le marché, par le salariat, par le rôle de l'entrepreneur. Le socialisme, lui, est défini par la propriété de l'État, par le plan, la coordination verticale, l'économie de la pénurie, pas de propriété privée. Donc là, on a des caractéristiques de ces deux systèmes. Alors, voyons voir l'économie islamique. Eh bien, dans l'économie islamique, on a des fondements jurisprudentiels d'abord. On a un certain nombre d'auteurs qui ont évoqué des éléments comme la taxation, comme le Maqrizi qui a évoqué la monnaie, comme Ibn Khaldoun qui a évoqué les titres, Ibn Taymiyyah, pas les titres, les cycles, pardon. Ibn Taymiyyah, Al-Mawdoudi, Mundir Qah, Omar Shabra. Et donc, comme disait Abu Hamdan, on ne peut pas saisir la signification des origines de la finance islamique si on ne revient pas à l'économie en islam, comme l'appelle ça. Donc, les principales sources de jurisprudence, le Coran, les hadiths, les ijtihad. On a à peu près 5 à 10% des versets dans le Coran qui sont à portée législative. Alors, la jurisprudence des transactions, c'est un sous-système de la jurisprudence islamique. On a 5 universaux dans la jurisprudence islamique qui sont Hifd al-Din, Hifd al-Nafs, Hifd al-Nasl, Hifd al-Mal ou Hifd al-Aql. Donc la préservation de la religion, de la vie, de la descendance, de l'intellect et des biens. Certains ajoutent Hifd al-Mal. Dans Hifd al-Mal, dans la préservation des richesses, on a 5 objectifs de la charia qui sont la circulation, la fluidité, la propriété privée, la liberté d'en disposer et la justice. Donc vous voyez déjà que dans l'économie islamique, la propriété privée est sacrée. Kullu muslim al muslim haram, maluhu wa irduhu. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Exactement. Donc du coup, le mal est sacré en islam. Donc personne ne peut venir vous prendre votre argent, tout simplement. Comme personne ne peut venir vous prendre votre sang ou un membre ou vous couper une main, etc. etc. Et donc, le haqq, c'est ce qui est défini par sharia, tout simplement. Donc, l'argent, la propriété privée est sacrée. La transparence, par exemple, c'est quelque chose qui est très important. La justice. Parce que si on fait un libéralisme sans frontières, eh bien, on n'est pas on est dans un système qui peut évoluer et muter de manière indéfinie. Alors, par exemple, le contrat, c'est une institution dans l'islam. Le contrat a des piliers comme l'ijab al-qabul, l'acceptation réciproque, la maturité, la licéité, la possession, la transparence, la possibilité de livrer. Donc, tout ça, ce sont des institutions. Prenons une autre institution, la typologie des échanges, par exemple, en islam. Dans les échanges, on a trois catégories. On peut échanger tout de suite, contre un bien tout de suite. On peut échanger un paiement immédiat contre une livraison de biens futur. On peut échanger un paiement futur contre une livraison de biens immédiat. Et on peut échanger un paiement futur contre une livraison future. Le paiement futur et la livraison future, c'est illicite. Tout ce qui est en rouge, c'est illicite. Donc, dans ce type d'échange, on a une autre institution. Ça, c'est un cadre. Tout ce qui est cadre légal, c'est une institution. Ensuite, par exemple, on a riba. Ça, c'est, par exemple, riba al-fadl. Riba al-fadl, ici, c'est cadré par ce tableau. Donc, comme le dit le prophète dans le hadith, الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى المعطي والآخذ فيه سواء. Donc, ces biens-là, l'or et l'argent, par exemple, tout ce qui est change, tout ce qui est transaction de change, de devise, eh bien, si ça se fait, ça doit se faire tout de suite, le paiement et la livraison. Le paiement et la livraison. On ne peut pas acheter de l'or et payer plus tard. On ne peut pas acheter du dollar et payer plus tard. On ne peut pas acheter de l'argent et payer plus tard. Alors, pour tout ce qui est blé, orge, date et sel, ça c'est les biens de première nécessité. Et comme l'ont dit les savants, surtout ceux de l'école malikite, c'est-à-dire dans l'or et l'argent, et dans ces 4 autres catégories, donc tout ce qui est bien alimentaire, non périssables, et qui sont importants dans une communauté donnée.
Et donc, ces catégories, on ne peut pas faire les échanges comme ça, non organisés, parce que sinon, ça va créer des distorsions dans l'économie. Donc, dans l'économie islamique, on a l'interdiction du halal, l'interdiction du riba et les autres interdictions comme le sous-jacent illicite, etc. Alors, ici, je vous ai mis une sorte de modélisation. Une tentative, c'est une tentative imparfaite qui peut être perfectible. Mais dans le système économique islamique, on a des facteurs de production. Ils ont le capital, le travail et le risque. Et donc, on a le temps qui est aussi un facteur, mais qui n'est pas rémunéré tout seul. Parce que le temps tout seul ne produit rien. C'est pour ça que les gens qui sont pro-intérêt vous disent, oui, mais l'intérêt rémunère le temps. Le temps tout seul n'est pas un facteur de production. Il ne produit rien. Il a besoin d'être composé avec du capital ou du travail. Et donc, le capital tout seul avec le temps, sans risque, nous donne le prêt à intérêt qui est illicite. Donc le prêt, si on veut qu'il soit licite, doit être hors de la sphère de l'usure et de l'intérêt. On a le capital avec le risque, par exemple, qui peut donner le loyer. On peut acheter un appartement et le louer. Ça, c'est un investissement peu risqué. On peut mixer le capital avec le risque un peu plus. Par exemple, investir dans une start-up licite. Ça, c'est plus risqué. Mais c'est halal. L'activité de la start-up est halal et qu'elle ne prend pas ou ne donne pas des prêts à intérêt. Mais on peut mixer le capital avec un risque illicite, comme par exemple aller au casino. Pourquoi? Parce que là, on est dans un jeu à somme nulle et c'est illicite. Et la majorité des gens perdent. Voilà. Donc on a plusieurs mix. Après, on a le travail aussi. On a le travail avec le temps sans risque, comme par exemple quand on est salarié, eh bien on travaille, on est sûr de recevoir son salaire. Si on ne reçoit pas son salaire, on peut poursuivre en justice la personne qui n'a pas versé le salaire. Donc, le travail et le temps tout seul, ça donne le salaire. Le travail avec le risque, ça peut donner le ju'ala ou bien le mudaraba, c'est-à-dire le fait de rentrer dans un projet en tant qu'entrepreneur pour avoir un pourcentage des profits s'il y a une rémunération avec le pourcentage des profits, ou bien perdre son temps et son travail. Donc, dans l'économie islamique, on a des principes qui sont par exemple le partage des profits et des pertes. Al-Kharaj ou Bitaman, on a le fait qu'on est obligé d'opérer dans des actifs licites, halal. On est obligé d'opérer dans des actifs tangibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas opérer dans les options de vente, les options d'achat, etc. On a des théories de cycle qui ont été étudiées par Miskawayh, par Ibn Khaldoun, qui a identifié le lien entre la population et la production, les gains de productivité. Il a identifié la division du travail et son rôle dans le progrès technique. Donc tout ça, c'est identifié par un certain nombre de penseurs. On a des théories sur la fiscalité, notamment avec le Mawardi, Tortoshi, avec Ibn Khaldoun qui identifie la loi de l'affaire bien avant l'affaire. Le fait que quand la fiscalité est excessive, eh bien l'assiette fiscale va diminuer et ça va diminuer les rentrées. Les théories liées à la monnaie et l'inflation, comme disait Salih al-Mouter, cité par Abu Hamdan, contrairement à ce que l'on peut croire, les notions de monnaie, de capital, de profit, d'intérêt, de valeur temps sont relativement connues dans les milieux arabes pré-islamiques. La monnaie est un bien d'échange et non une marchandise, donc la frappe excessive conduit à l'inflation, comme ça a été identifié par le Ghazali et Ibn Taymiyyah. Al-Maqrizi énonce de manière claire et formelle la loi de Gresham. Donc 2 siècles avant Gresham, l'inflation est due, selon Tilimsani, à 3 raisons majeures: l'intense circulation de la monnaie, la grande partie de mauvaise monnaie, et elle finit par appauvrir les victimes de l'inflation. La politique monétaire, on a un certain nombre d'outils pour gérer la politique monétaire sans les taux d'intérêt. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens n'arrivent même pas à imaginer. C'est-à-dire, les gens se disent, mais comment on va gérer un système économique islamique sans la banque centrale, sans taux d'intérêt? Mais c'est pas possible. Bien sûr que c'est possible. Mais Adamul ilmi péché, il est le fait de l'ilm bi adami. C'est-à-dire le fait de ne pas connaître quelque chose ne signifie pas que cette chose n'existe pas. Ça veut juste dire que vous ne le connaissez pas. Et donc que la personne qui ne le connaît pas a besoin de chercher. On peut gérer par exemple les réserves obligatoires, on peut faire des ventes de soukouk, des achats de soukouk, on peut faire des opérations de wakala, des opérations de mudaraba ponctuelles si besoin. La politique budgétaire, comme la redistribution, comme l'utilisation de la zakat dans cette politique budgétaire, mais qui doit être seulement utilisée avec les 8 catégories qui sont citées comme bénéficiaires de la zakat. Donc les pauvres, par exemple,
et ainsi de suite. Cette réinjection de l'impôt dans le circuit économique, attention, le zakat, ce n'est pas l'impôt. Le zakat, il a un volet d'adoration, de tzatahir, de ibada. Ce n'est pas l'impôt. Donc le fait de payer l'impôt n'annule pas le zakat. Et donc ça, c'est très important. La régulation, par exemple, dans la finance islamique, on fonctionne avec ce qu'on appelle tzatahir shara'i, les shari'a qui sont chargés de vérifier que les transactions de l'entreprise sont conformes à la shari'a. Ça aussi, c'est une institution. Et donc, on a, dans cette économie islamique, on a des institutions et des composantes qui sont très importantes, comme la zakat, qui a un objectif de redistribution et de solidarité, comme le waqf, qui est, contrairement à la zakat, la zakat c'est une solidarité intragénérationnelle, dans la même génération. Alors que le waqf, c'est une solidarité intragénérationnelle, c'est-à-dire de génération en génération, la richesse et l'usufruit va se transmettre. L'autre, c'est le habous. Je pense que vous avez tous entendu parler de ça. C'est l'exemple du puits de Uthman ibn Affan à Médine. Donc, le waqf de Uthman ibn Affan, il existe jusqu'à aujourd'hui. C'est l'immobilisation d'un capital et le don de l'usufruit. Ensuite, on a le takaful, l'assurance islamique, l'assurance coopérative, qui est basée sur le don et qui s'appuie sur le partage du risque et non sa vente. Ensuite, la microfinance islamique, qui est aussi une alternative pour les personnes vulnérables. Ensuite, les institutions financières islamiques qui ont un certain nombre de produits comme le mudaraba, le musharaka, le salam, l'istisna, l'ijara, le murabaha, tous ces produits que vous allez entendre. En général, quand vous allez faire une conférence sur la finance islamique ou un cours sur la finance islamique, c'est ça que vous allez étudier. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que tout le monde parle de ce genre de choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des choses un peu plus macro. Les marchés financiers islamiques, avec les soukouk, avec les indices financiers islamiques, avec les critères quantitatifs et qualitatifs de screening, les soukouk. Et donc, si on devait faire un récapitulatif global de l'économie islamique, on aurait quelque chose qui ressemblerait à ça. C'est-à-dire, on a des piliers comme le partage des profits et des pertes, comme l'interdiction des intérêts, comme l'obligation d'opérer dans les actifs éthiques, comme l'interdiction du maïsir, comme l'obligation d'opérer dans des actifs réels, comme l'interdiction du rara, comme l'obligation d'opérer dans des actifs halal. Et les composantes, ça serait la zakat, le waqf, le takaful, la microfinance, les institutions financières islamiques, la bourse, et un certain nombre d'éléments. Donc, qui sont cadrés par le contrôle des comités sharia, de régulation, etc., etc. Donc, on est dans quelque chose qui répond aux règles Donc, est-ce qu'on est dans quelque chose qui répond aux règles de la définition, à la définition d'un système? Eh bien, on s'est rendu compte qu'on a des lois fondamentales, on a des règles, on a des actions, on a des principes, on a des théories. Ce système est encadré par des frontières, il remplit des fonctions et des objectifs, avec un certain nombre de procédés, de méthodes, des théories sur les cycles, sur l'inflation, sur la monnaie, sur la fiscalité, sur les crises, sur le rôle de l'État, sur les politiques publiques, avec des institutions comme les contrats, comme les modes de financement, comme la zakat, le waqf, la microfinance, le takaful, les institutions financières, le sharia, les marchés financiers,